Bonjour, la dernière partie sur le E2-6, physiologie de l'appareil urinaire. On va discuter aujourd'hui de la réabsorption du sodium. Alors, pourquoi on parle de la réabsorption du sodium? Le sodium provient principalement du sel, NaCl, qui est le sel de cuisine. Donc globalement, le sodium va être régulé, la réabsorption du sodium va être régulée, et le chlorure suivra naturellement le sodium. On rappelle aussi que l'équilibre du sodium, la réabsorption du sodium, va permettre la réabsorption d'eau et permettre la réabsorption de beaucoup d'autres molécules, notamment grâce au cotransport. La régulation du sodium est en relation avec celle de l'eau. Les deux vont se faire ensemble pour en fait réguler l'osmolarité et donc la volémie et donc la pression artérielle du sang. L'osmolarité, tout simplement, parce qu'elle dépend de la quantité d'eau qu'il y a dans le sang, elle dépend également des ions et principalement le sodium. Lorsqu'il y a du sodium en excès, il va être éliminé, principalement justement par les reins, d'où l'intérêt de discuter du sodium tout de suite, et il sera également évacué par les fesses et la transpiration. Par les fesses, c'est pas le but, c'est juste une élimination collatérale. Et la transpiration, on rappelle que le but de la transpiration, c'est pas d'éliminer des substances comme le sodium, mais c'est tout simplement pour la régulation, la thermorégulation. Voilà. On rappelle que le rein, donc, puisque c'est le principal acteur de l'élimination de l'excès de sodium, le rein permet d'éliminer un excès, mais ne permet pas de combler un manque. Donc lorsqu'on va être en manque de sodium, de sel tout simplement, il y a un processus qu'on appelle la recherche d'aliments salés qui se met en place. Alors il est très rare qu'on manque de sel, on peut manquer de sel si on a fait un effort physique pendant 8-10 heures. L'excédent de sueur va amener une hyponatrémie et donc déclencher une recherche par la personne d'aliments salés. Donc, le rein va gérer principalement l'excès. Lorsqu'on manque de sodium, le rein va juste, par une réabsorption augmentée, essayer de limiter la perte de sodium pour ne pas augmenter la rupture de l'homéostasie. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'équilibre sodique, donc la quantité de sel, la concentration de sel qu'il va y avoir dans le sang, elle influe sur l'osmolarité sanguine, ça c'est logique. Plus il y a de sel, plus l'osmolarité augmente. Moins il y a de sel, plus l'osmolarité va diminuer. L'osmolarité est liée à la volémie, parce que plus la concentration sel dans le sang est grande, ça va attirer l'eau des tissus vers le sang, donc la quantité de sang va augmenter, donc la volémie. Et enfin la pression artérielle, parce que évidemment s'il y a plus de sang, naturellement la pression va être plus élevée. C'est physique. Euh, la régulation principale de la réabsorption du sodium passe par une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Remettons un petit peu tout ça en place. Donc, imaginons ici rupture d'homéostasie, on a une ingestion de sel trop importante. Donc, ingestion de sel, bien évidemment, ce sel va passer la membrane, enfin la paroi intestinale et se retrouver dans le sang. Première conséquence de cette augmentation de concentration sodique dans le sang, c'est que vous avez une augmentation de l'osmolarité. Il y a plus d'ions dans le sang, donc l'osmolarité augmente. Cette augmentation d'osmolarité va amener une augmentation de la volémie, puisqu'il y a plus d'ions dans le sang, l'eau va essayer d'équilibrer et l'eau va provenir des tissus. Vous allez donc avoir une déshydratation des tissus. C'est pour ça qu'il est très important que l'osmolarité sanguine soit régulée, parce que si l'eau quitte les tissus, les cellules ont moins d'eau et donc ne peuvent pas vivre correctement. Donc cette augmentation d'osmolarité va amener une augmentation de la volémie par conséquence directe, et cette augmentation de volémie, puisqu'il y a plus de sang, va amener une augmentation de la pression artérielle. Un mécanisme homéostasique qui passe principalement par la réabsorption de l'eau et du sodium va se mettre en place pour lutter contre ces trois changements sanguins, ces trois changements d'homéostasie. Donc, le premier mécanisme, augmentation d'osmolarité, très simplement, on va essayer de garder l'eau et de remettre de l'eau pour diminuer l'osmolarité. S'il y a plus d'eau, l'osmolarité va diminuer. Donc les deux mécanismes qui sont mis en place, d'une part, vous avez l'ADH
elle est marquée ici vasopressine, c'est l'ancien nom. Donc maintenant on parle d'hormone antidiurétique ADH. On sécrète donc l'hormone antidiurétique qui va augmenter la réabsorption d'eau au niveau du tube contourné distal et surtout du tube collecteur. Et donc globalement les reins vont réabsorber plus d'eau, gardent l'eau, ça passe pas dans l'urine et donc on évite d'augmenter l'augmentation d'osmolarité. Mais ça ne suffit pas, évidemment. En parallèle, cette augmentation d'osmolarité qui est détectée dans l'hypothalamus va déclencher le mécanisme qu'on appelle de soif. La soif est ce qu'on appelle un besoin impérieux, c'est-à-dire que lorsqu'il y a vraiment une soif, il est rare que dans nos pays on ait une grande soif, mais lorsqu'on manque d'eau depuis plusieurs heures, plusieurs jours, alors on dit que la soif est un besoin irrépressible, c'est-à-dire que la personne va boire n'importe quoi, même une eau croupie, sachant qu'elle va la rendre malade, on ne peut pas lutter contre. Donc le mécanisme de soif va se mettre en place, qui va amener une ingestion, une augmentation de l'ingestion d'eau. D'accord ? Cette eau qui est ingérée, puisqu'il y a toujours l'ADH, sera en plus réabsorbée au niveau des rénales, donc va rester dans le sang. Conséquence de cette ingestion d'eau, vous avez deux conséquences. La première, c'est celle qu'on voulait résoudre, l'osmolarité rediminue, puisqu'il y a plus d'eau, donc retourne à la normale. Je vous rappelle que le mécanisme déclenchant, augmentation d'osmolarité, réponse de l'organisme via l'ADH et via le mécanisme de soif, diminution de l'osmolarité qui revient à la normale. Oui, mais puisqu'on a ingéré de l'eau, vous avez une augmentation du volume. Donc, on risque d'avoir encore augmentation de la pression sanguine. Donc vous voyez que le fait de résoudre le problème d'osmolarité va augmenter ces deux problèmes-là. Donc l'osmolarité, c'est la première chose pour éviter que l'eau quitte les cellules et que les cellules puissent continuer de vivre. Maintenant, il va falloir résoudre les deux problèmes que l'on a, trop de sang et trop de pression. Pour ce faire, pour la pression sanguine, c'est très simple. Vous avez des réflexes cardiovasculaires qui vont donc, ça c'est une réponse nerveuse, donc c'est une réponse rapide, quasiment immédiate, qui vont une vasodilatation qui va amener une diminution de la pression sanguine. Donc la pression va retourner tout de suite à la normale. Par contre, pour l'augmentation de volume, maintenant, ça va passer par les reins. Les reins vont éliminer à la fois l'eau et à la fois le sel, le sodium. Donc si les reins excrète le sel et l'eau, vous diminuez petit à petit le volume du liquide extracellulaire. Et donc, vous revenez à une pression normale, un volume sanguin normal, et en même temps, une osmolarité normale. Cette excrétion passe par le fait que les réabsorptions d'eau et les réabsorptions de sodium ne vont plus se faire. Donc, globalement, il ne faut plus d'hormones antidiurétiques, et il ne faut plus l'hormone qui stimule la réabsorption, c'est-à-dire l'aldostérone. Voilà un petit schéma qui montre la relation entre osmolarité, volémie et pression artérielle. Maintenant, discutons de l'aldostérone. Donc c'est une hormone, donc on va parler de la glande endocrine, de sa nature chimique, de sa cible et de comment elle fait, et ensuite de sa régulation. Donc l'aldostérone, c'est une sécrétion par la glande cortico-surrénale. Attention, les cortico-surrénales n'ont aucune relation anatomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication directe entre les surrénales et les reins. Ça va passer par le sang, donc ça fait tout le tour de la circulation sanguine, ça va passer dans les veines surrénales, remonter dans la veine cave inférieure, faire tout le tour, poumon, etc., puis retourner ensuite dans les reins pour agir. Donc, sécrétion par la glande cortico-surrénale qui sécrète beaucoup d'hormones qui ont des fonctions de régulation dans le métabolisme. Ici, l'aldostérone, métabolisme du sodium. La nature biochimique de l'aldostérone, c'est un stéroïde. 3 natures biochimiques pour les hormones, acide aminé, peptide, stéroïde. Ici, c'est un stéroïde. Donc, c'est une hormone puissante qui peut pénétrer directement dans les cellules et changer le comportement cellulaire. La cible, puisque c'est une réabsorption, c'est tout simplement le tube contourné distal et le tube collecteur. On sait bien que les réabsorptions sous contrôle hormonaux sont à la fin du néphron. La réponse cellulaire, c'est une augmentation de la réabsorption du sodium. Donc, l'aldostérone est une hormone qui augmente la réabsorption de sodium. Donc, l'aldostérone va être libérée lorsqu'on manque de sodium pour garder le sodium dans l'organisme. Et enfin, le mécanisme de l'aldostérone, alors c'est très simple, pour réabsorber du sodium, l'aldostérone active la pompe sodium-potassium
et elle active également la synthèse de nouvelles pompes et de canaux. Donc, tout simplement, augmentation du transport par la pompe, qui est, je rappelle, le mécanisme premier de réabsorption du sodium. La régulation de la libération de l'aldostérone. Elle fait partie, cette libération de l'aldostérone, du système qu'on appelle SRA. Alors, SRA veut dire système rénine-angiotensine-aldostérone. Nous avons en fait ici deux hormones. La rénine, c'est plutôt une enzyme, mais il y a trois molécules qui vont intervenir en même temps. Tout simplement parce que ce mécanisme SRA va permettre de réguler la pression artérielle, l'osmolarité et la volémie en même temps. Donc, prenons un événement qui est l'événement qui va déclencher la sécrétion d'aldostérone, c'est tout simplement une diminution de pression artérielle. Ça, c'est un événement qui est très embêtant pour l'organisme, parce que s'il n'y a pas assez de pression artérielle, le sang va avoir du mal à monter jusqu'au cerveau, et donc forcément, la coordination de l'organisme entier est mise à mal. Donc, il faut résoudre ce problème, il faut le résoudre assez rapidement, et il faut le résoudre de façon qui dure. Bon, la réponse immédiate, ça sera par le système nerveux, et la réponse à longue échéance sera la réponse hormonale. Donc lorsqu'il y a une diminution de pression artérielle, les cellules granulaires, donc ça c'est dans le rein, vont produire une enzyme qu'on appelle la rénine. La rénine va transformer l'angiotensinogène. Alors ça c'est une molécule qui est sécrétée en continu par le foie, elle produit l'angiotensinogène. Ogène comme ça à la fin d'une molécule signifie qu'elle n'est pas active. C'est une molécule qui est inactive pour l'instant. La rénine va la transformer, en fait elle la coupe un petit peu, il y a un changement de configuration de cette protéine-là, et vous obtenez l'angiotensine qui est pas encore totalement activée, mais qui est déjà préactivée. Cette angiotensine va être en plus activée, c'est un petit détail, par une autre enzyme qui est présente dans l'endothelium, et vous obtenez, on peut retenir ça, c'est l'essentiel, l'angiotensine 2. Donc globalement, lorsqu'il y a diminution de pression artérielle, c'est détecté dans le rein, qui produisent la rénine, et au final, vous obtenez cette hormone-là, l'angiotensine. L'angiotensine, comme son nom l'indique, va gérer angio pour vaisseau sanguin et tensine pour pression artérielle. Donc cette hormone va gérer la pression artérielle et donc permettre un retour à la normale. Donc l'angiotensine a 4 cibles. La première, rapide, les artérioles. Sur les artérioles, cette angiotensine va provoquer une vasoconstriction. Vasoconstriction, vous diminuez la taille des artères, donc forcément vous mettez le sang sous pression. Réponse qui va amener un retour de l'augmentation de la pression sanguine. Cette action est une action nerveuse, directement sur les artérioles, donc c'est une action qui va être rapide, puisqu'elle amène la vasoconstriction. En même temps, l'angiotensine agit sur, globalement, le cœur, centre de contrôle cardiovasculaire dans le bulbe rachidien, donc globalement, l'angiotensine agit sur le cœur, qui va augmenter la réponse cardiovasculaire, tout simplement, elle augmente la fréquence cardiaque. Donc, vasoconstriction, augmentation de la fréquence cardiaque, tout ça va dans le sens j'augmente la pression sanguine pour résoudre ce problème initial. Ça, c'est une réponse qui va se passer rapidement. Maintenant, derrière, l'organisme va mettre en place un système pour faire en sorte que la pression artérielle reste plus haute, plus longtemps. Ça passe par une stimulation de l'hypothalamus. En fait, si vous voulez réaugmenter la pression artérielle, le plus simple, c'est d'augmenter la volémie. Donc, l'hypothalamus va déclencher deux choses. Un, augmentation de la soif. Vous augmentez l'eau, donc vous augmentez le volume sanguin, donc vous augmentez la pression artérielle. Et en même temps, évidemment, parce que sinon, si l'eau était en même temps éliminée par les reins, ça ne sert à rien. Et en même temps, vous avez stimulation, libération de l'ADH par la neurohypophyse, qui va augmenter la réabsorption d'eau, et donc faire en sorte que l'eau que vous êtes en train d'absorber, que l'organisme a absorbé, reste dans l'organisme, et donc que vous avez bien une augmentation de la volémie. Cette augmentation de volémie provoque une augmentation de pression artérielle. Et ça, c'est un mécanisme qui va être plus long à mettre en place, mais qui donne une réponse qui va durer dans le temps. Et en même temps, c'est ce qui nous intéresse dans cette partie-là, l'angiotensine agit sur le cortex surrénal, va libérer l'aldostérone, qui va donc augmenter la réabsorption de sodium. Si vous augmentez la réabsorption de sodium et en même temps l'eau, vous augmentez l'osmolarité. Alors en fait, si vous faites à la fois sodium et eau, vous n'augmentez pas l'osmolarité, donc maintien de l'osmolarité, mais du coup, vous avez plus d'eau,
dans le sang, et en même temps, l'osmolarité n'est pas changée, donc vous n'abîmez pas, enfin, vous ne changez pas l'homéostasie, qui serait nuisible à l'organisme. Donc, cette réabsorption de sodium va permettre, conjuguée à l'augmentation d'eau, de maintenir l'osmolarité et surtout d'augmenter le volume sanguin. Augmentation du volume sanguin, maintient la pression sanguine à un niveau assez élevé. Donc vous voyez qu'on est encore sur un mécanisme, une boucle de réponse, de régulation, puisque événement déclencheur, diminution de pression artérielle, libération de certaines hormones, notamment l'angiotensine, l'aldostérone, l'ADH, et la réponse, augmentation de la pression sanguine. Pour résumer, le système rénine-angiotensine-aldostérone a 3 cibles. 1, et il suffit d'être logique. 1, vous faites une vasoconstriction, vous augmentez la réponse, la fréquence cardiaque, donc vous augmentez, vous réaugmentez la pression artérielle, réponse rapide. Et troisième et quatrième cible de l'angiotensine, vous libérez les 2 hormones qui vont permettre en même temps de réabsorber le sodium et l'eau, combiné à une augmentation d'apport d'eau. Alors, vous amenez une augmentation du volume de la volémie, volume sanguin, et donc vous mettez en place une réaugmentation de la pression sanguine. La différence entre ces 2 premières réponses et ces 2-là, celles-ci sont hormonales, donc lentes à mettre en place, mais durables dans le temps, alors que celles-ci sont rapides à mettre en place, mais donnent une réponse immédiate, mais courte dans le temps. Voilà pour ce système rénine-angiotensine-aldostérone. Merci.